Moi, je suis blasé, je sais pas toi. Moi, en fait, chaque saison, c'est la même. Il n'y a jamais de surprise. Il n'y a jamais de folie. Il n'y a jamais vraiment de réelles émotions de victoire. Moi, j'en ai marre. Je te dis la vérité, j'en ai marre. Et pourtant, je suis pas brésilien. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match de Coupe de France. Rennes, Olympique de Marseille, 16e finale de Coupe de France, là-bas à Rennes, au Razons Park, défaite de l'OM au tir au but. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, tu le sais, comme d'habitude avec moi, on va rendre hommage à tous nos ultras, tous nos supporters de tous les groupes ultras hein, qui ont fait le déplacement là-bas à Rennes, qui ont encore une fois traversé la France pour soutenir notre équipe. Ils étaient 1500 à peu près, donc on vous a entendu. Bravo pour les encouragements, pour le soutien, encore une fois. Nous n'avons pas une équipe à la hauteur de nos supporters, malheureusement. Et encore bravo à vous parce que ces gens-là font les déplacements à chaque fois et en se disant peut-être même on y va, mais on sait que malheureusement il va rien se passer quoi. Gattuso donc nous propose cette composition, Paul Lopez dans les buts puisque Blanco devait jouer mais était malade. Meite, Gigot, Balerdi défense à 3, Murillo à gauche, Klos à droite, Nadir, Verretou, Onana dans le milieu de terrain et la paire d'attaquants Aubameyang, Vitinha. Bon, le match démarre assez fort, assez vite, dans l'intensité, hein, dans les duels, grosse bataille du milieu de terrain, le ballon passe d'un camp à l'autre. Rapidement, nous avons des blessures. Murillo, à la 16e minute, se claque au niveau de l'adducteur, apparemment, remplacé par la nouvelle recrue Ulysse Garcia, donc, qui joue à son poste hein, de piston gauche. Et un quart d'heure plus tard, à peu près, 28e minute, c'est le jeune Nadir qui se blesse lui aussi au niveau du genou avec un contact, suite à un contact avec un joueur rennais. Et c'est Luis Enrique, de retour du Brésil, qui le remplace. Là, un poste qui n'est pas tellement le sien au milieu de terrain. Cause Cannes, il nous manquait beaucoup de joueurs. Entre les blessures de Kondogbia, Rongier, Gaïa Lacan, etc. Donc ça, il nous manquait pas mal de joueurs au milieu de terrain. Donc c'est Luis Enrique qui a pris ce poste de milieu axe droit. Il n'est pas le sien, mais il a fait ce qu'il a pu. Il a quand même quelques fois porté le ballon et percuté un peu. Ulysse Garcia, pour une première, bon, c'est plutôt correct. Bon, il avait fort à faire dans son couloir aussi. Il n'a pas forcément gagné tous les duels, mais une belle débauche d'énergie. Il a proposé, il a essayé de combiner. Bon, il sait, comment dire, il ne s'est pas économisé, puis il est tout de suite rentré dans le match. Tu vois, il n'était pas mitigé. Tu vois, timoré, non, il est de suite rentré dans le match. Et donc, à la suite de ces deux changements, on ouvre le score. Un centre de Klos, alors c'est une passe décisive, mais avec beaucoup de réussite. Hein. Le ballon rebondit dans la surface. Ça arrive à la gauche de la surface, donc à la droite du gardien. Contrôle de Verretou, extérieur du pied droit, très bien dosé, lucarne opposée. Un but de réel attaquant. Mais les joueurs comme Verretou sont capables de ce genre de geste. Je te garantis que c'est Vitinha qui a la place de Verretou. Le ballon, là où je te parle, il est satellisé sur Saturne. On ouvre le score donc 1-0 et on a encore le ballon. Rennes essaye de nous pousser, mais défensivement on est costaud, notamment avec Balerdi et Meite. Gigot perd des duels, loupe des relances, mais dans l'ensemble, bon, on arrive à tenir. Pénalty en toute fin de première mi-temps, une faute d'Ulysse Garcia qui pour moi, somme toute, est très sévère parce qu'au moment du centre du Rennais dans la surface, quand le joueur tombe, avec un contact de Ulysse Garcia, le ballon est déjà passé. Il n'aurait pas eu, je pense, le ballon. Donc, bon, comme il n'y a pas de VAR, on ne revient pas sur la faute. Penalty sifflé pour Bourigeaud, le tireur rennais. Parade de Paul Lopez. Double parade, puisqu'après, sur une autre frappe, il arrive à l'arrêter une deuxième fois. Donc, bel exploit de Paul Lopez, double parade. Avant ça, il y avait aussi une frappe puissante à ras du premier poteau de Paul Lopez en angle de la surface. Belle frappe aussi, donc stoppée par le gardien. Dans l'ensemble, dans le match, je dis bien dans le match parce qu'on parlera des pénaltys après, Paul Lopez a fait un bon match quand même. Jeu au pied et des parades, donc notamment décisives sur la double parade sur le pénalty. On rentre à la mi-temps avec 1-0. Et moralement, on est bien avec ce pénalty arrêté, tu vois. Et on attaque la deuxième mi-temps très mal. Rennes nous pousse, nous accule, nous étouffe. Et il se passe ce qui se passe à la 57e. Un centre de Bourigeaud, Martin Terrier de la tête, prend le dessus sur son défenseur et trompe Paul Lopez à ras de son poteau. Un partout. À partir de là, jusqu'à la fin du match, il ne se passera plus rien. Pas de changement du côté de l'OM. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre.
peut-être une stratégie de Gattuso se disant il n'y a pas de prolongation, donc on peut jouer les 90 minutes. Bon, il y a quand même Soglo éventuellement. Il y avait, alors c'est vrai que je compte pas trop sur lui, Correa, mais ne serait-ce que pour la vitesse, pour essayer d'apporter un peu de fraîcheur, parce que quand tu vois le match d'Aubameyang et de Vitinha, les deux attaquants, un à 700 000, l'autre à 32 millions d'euros. Alors voilà, on a retrouvé le Aubameyang bidon, inexistant, fantomatique du début de saison. Et comme je vous l'avais dit, il a fait une série de 3-4 matchs où il a mis des buts, tu ne m'étais pas enflammé, tu vois, là, il a mis des buts, mais j'attends lui de la régularité. Ça n'a pas manqué, il est retombé dans ses travers fantomatiques. Inexistant. Voilà. Vitinha a 1-2 dans la surface avec Luis Enrique qui lui remet bien intelligemment, et lui, il prend son temps. Je te jure que la scène, elle n'est pas au ralenti, hein, à vitesse réelle. Je contrôle. Je vais frapper. Ah, c'est contré, dommage. Prends ton temps, frère. Hein. On a le temps. Hein. Tu as le temps. C'est quand tu vas te réveiller, toi aussi. Et mais arrêtez de me dire, il est jeune. Arrêtez de me dire, ça suffit. Il joue au football. C'est un attaquant. Si à 21 ans, tu n'as pas cette vista, alors tu l'auras jamais. Tu vas te réveiller quand? Là, je vais vous dire, je vais reprendre cette phrase d'Mbappé, c'est pas une question d'âge. Parce que les terrains, les cages, c'est les mêmes dimensions de cage, les ballons sont les mêmes. Pourquoi à Braga, tu plantes des buts et chez nous, alors ça veut dire que tu ne supportes pas la pression. Tu ne supportes pas la pression ou tu es surcoté. 32 millions d'euros, il a mis Longoria dessus. Alors, Vitinha n'est pas responsable de son transfert. Là, je parle à Longoria. 32 millions d'euros. T'imagines le pari comme il est risqué. 32 millions d'euros, il faut des résultats immédiats. Tu as investi énormément. Il te faut un retour sur investissement. Parce qu'on va me dire, oui, mais il faut lui laisser du temps. Oui, dans 2-3 ans, mais dans 2-3 ans, c'est 32 millions d'euros que tu auras mis sur lui. Tu ne les auras pas mis sur peut-être 2 autres attaquants à 15 qui, eux, t'auront fait gagner des matchs décisifs, qui t'auront fait gagner des places en Ligue des Champions, qui t'auront qualifié en Ligue des Champions. Et donc, l'investissement est récupéré. Là, 32 millions d'euros investis, c'est énorme, ne seront pas récupérés. Et donc, il faut se rattraper ailleurs, c'est-à-dire vendre des joueurs et acheter ou faire venir des joueurs moins bons en prêt ou en achat, comme des Ulysse Garcia, comme peut-être l'attaquant qu'on récupère de Norvège, le Camerounais. Je ne sais pas, je ne le connais pas, j'ai rien contre lui. Bon, 8 millions d'euros, hein, la somme, elle est moindre que Vitinha, mais tu es obligé après de recruter un autre attaquant parce que celui que tu as pris à 32 millions d'euros, ça ne le fait pas. Voilà, donc, mercato raté, pour le coup, depuis 2 saisons de Longoria. Bref, après j'ai un coup de gueule à passer, on finit le débrief. On finit le match comme ça, un partout, on est incapable donc de tuer le match dans les derniers instants, malgré qu'on se projette dans la surface, parce qu'on n'est pas tueur, on n'a pas de malice, on tente pas des frappes. Et donc on arrive à cette séance de tir au but. Bon, on la perd 9-8. Gigot se fait un petit peu manger le cerveau par le gardien rennais, ça fait partie du jeu. Hein. Bah, c'est comme ça. Hein. Après tout, les capitaines, je lui en veux pas tant que ça, parce qu'il a cadre quand même, elle tape la barre et elle repart. Juste après, le joueur de Rennes de 19 ans, lui, il tape la barre, mais ça rentre. Hein. Vous reverrez, ça tape légèrement la barre. Donc, j'en veux pas tellement à Gigot, parce qu'au moins, il est cadré. Moi, là où j'en veux aux tireurs, c'est quand les mecs ne cadrent pas dans une cage de 7,20 m de long sur 2,40 m de haut, alors qu'ils sont à 9 mètres. Hein, là, par contre, là, je comprends pas comment, en tant que pro, tu peux pas cadrer un penalty. Après, taper un poteau ou une barre, bon, ça, c'est pas de chance. Dans l'ensemble, ils étaient tous bien tirés. Côté Rennais, côté Marseillais, ils étaient assez bien tirés, je trouve. Par contre, Paolo Lopez, autant a été très bon pendant le match sur le penalty, autant dans la séance, tu n'as jamais plongé du bon côté. Que des contre-pieds. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas arrêter de partir trop tôt? C'était flagrant, à chaque fois. À chaque fois. Alors, j'ai été gardien, forcément à un beaucoup plus petit niveau, mais c'est des choses que, en tant que gardien, tu observes, tu sais, en tant qu'ancien gardien. Tu te jettes beaucoup trop tôt, une seconde trop tôt, c'est énorme. Il n'a pas encore frappé, il a encore sa course d'élan, il arme son pied que tu as déjà choisi un côté. Et comme maintenant, les joueurs observent ça, ils lèvent la tête au dernier moment, c'est trop tard. À partir du moment où il te le met de l'autre côté, tu n'as plus le temps. Tu sais, une fois que tu es parti de l'autre, c'est cette seconde, tu la perds. Tu n'as pas physiquement, athlétiquement, pour avoir le coup de rein pour plonger dans... Il faut être très très fort, il faut avoir une sacrée détente. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête cette seconde-là, mets la pression au tirage jusqu'au dernier moment, à essayer de bouger, ou alors fais semblant de choisir un côté. Fais semblant et tu pars dans l'autre. Tu auras plus de chances que d'aller réellement dans un côté où tu l'as fait quand même 9 fois. Il y a eu 9 tirs au but rennais, 9 fois tu es parti trop tôt, 9 fois ils te l'ont mis de l'autre côté, quoi. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il n'y a personne qui te le dit, il n'y a pas un entraîneur des gardiens, personne ne va te le dire ça.
Au bout de 4-5, il n'y a pas un mec de loin ou qui dit à un tireur marseillais, glisse le mot à Paul Lopez qu'il arrête de plonger trop tôt, au moment où, où tu te croises, je sais pas. C'est incroyable ça. Donc bon, on est éliminé de la Coupe de France, comme chaque année. Alors, moi j'en ai marre. Voilà, je le redis, j'en ai marre parce que quand on bat Paris comme l'année dernière dans un match plein où on les domine, hein, on les a dominés, tu as la voie royale pour gagner la Coupe de France, tu n'es pas capable de la gagner, tu te fais éliminer par Annecy. Là, on va me dire, ah, c'est Rennes et tout. Mais alors, c'est quoi? Il faut quoi pour qu'on la gagne une année? Depuis 2012, on n'a plus de titre. Depuis 2012, une Coupe de la Ligue. La dernière Coupe de France, 1989. Le 3/4 des gens qui supportent l'OM maintenant n'étaient peut-être même pas nés. Tu vois? C'est quand même extraordinaire. Alors, certes, et je ne vais pas me cacher derrière, tu le sais, certes, Paris est armé. Paris est une grosse équipe depuis plus de 10 ans. Est-ce que, je te demande pas de leur prendre un titre chaque année, c'est compliqué, il faut le reconnaître, mais est-ce qu'une fois tous les 3-4 ans, il n'y a pas moyen de gratter une coupe? À l'époque, quand il y avait la Coupe de la Ligue, bon maintenant au moins une Coupe de France. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de finir, parce que c'est pas la faute du PSG si on ne finit pas chaque année sur le podium, on est d'accord ou pas? Chaque année, si on suit la logique de certains, ouais mais c'est à cause de Paris, Paris a trop d'argent. Certes, ils ont de l'argent, ils dépensent bien, ils se font plaisir, ils ont des joueurs, ben, ils vont pas se priver. Mais est-ce que c'est à cause d'eux que nous, on perd des matchs, comme par exemple à domicile contre Reims, contre Clermont? Logiquement, on devrait être sur le podium chaque année. Chaque année. Et titiller de temps en temps le PSG pour le titre. On l'a fait, je crois, une fois. Pourquoi Montpellier, même si c'était le début de l'ère Qatari, mais Montpellier a gagné un titre. Monaco a une très très belle équipe, un très beau mercato intelligent, a gagné un titre. Lille a gagné un titre. Je crois que j'oublie personne, tu me reprendras. Les Coupes de France, ils sont plusieurs équipes à avoir gagné la Coupe de France. Nantes, Guingamp, je crois. J'en oublie, tu me diras, il y a quelques équipes qui ont gagné la Coupe de France sous l'ère Qatari. Donc, c'est possible. Pourquoi nous pas? Est-ce qu'on va toujours dire, ouais mais le PSG, non, cette année tu passes Rennes. C'est pas le PSG qui t'a éliminé, c'est Rennes. On perdrait chaque année en finale contre le PSG, chaque année on irait en finale Coupe de France et on perdrait contre le PSG. Je dis oui, effectivement, parce qu'ils sont trop armés. Là, effectivement, on pourrait dire, oui, mais oui, chaque année ils nous tapent parce que, mais c'est pas le cas. Sur 10 Coupes de France, les 10 dernières, le PSG a dû nous éliminer 2-3 fois, je crois. À vérifier 2-3 fois sur les 10 dernières années. Donc il faut arrêter de se cacher toujours. C'est qu'il y a un problème dans ce club. Il y a un problème de gestion. Et depuis quelques années, entre Hérault et surtout Longoria, où il n'y a aucune stabilité. Tu changes d'entraîneur tous les ans depuis 3 ans. Tu changes plus d'un tiers de l'effectif, voire la moitié tous les ans parce que tu changes d'entraîneur. Cette année déjà, 2 entraîneurs. Je compte pas Bardonado, le pauvre qui a fait un peu l'intérim. Ça va pas du tout. Cette gestion ne peut pas te permettre de ramener un titre. Pourquoi Monaco a gagné un titre? Très bon mercato et stabilité sportive. Pourquoi Montpellier a gagné un titre? Bon mercato et stabilité sportive. Lille, t'as compris, stabilité sportive, etc. Tu ne pourras pas gagner un titre chaque année. Tu changes tout le temps tes joueurs et surtout tu fais partir tes guerriers. Les mecs qui à un moment donné vont dire, oh on va se secouer un peu. Les Payet, les Guendouzi, les Kolasinac, les Sanchez. Rien que ces quatre-là, remplacés par Guendouzi, on va dire Onana, hein, poste pour poste, ou Kondogbia, toujours blessé. Payet remplacé par qui, je sais pas. Par Harit, poste pour poste. Harit était déjà là, mais Harit, c'est pas Payet. Kolasinac remplacé par Ulysse. Parce qu'encore Maïté est une bonne recrue, d'accord? Et Sanchez remplacé par Aubameyang. Parce qu'on ne pouvait pas augmenter le salaire de Sanchez. Mais tu donnes 700 000 à Aubameyang sur 3 ans. Sur 3 ans. Comment veux-tu qu'il n'y ait pas des conflits déjà dans le vestiaire en disant mais lui il prend 700 000, il se bouge pas le cul, pourquoi moi je vais me bouger le cul à 200 000? Ça peut, c'est des conflits qui peuvent arriver. Ça, c'est des choses qui peuvent se dire dans le vestiaire. C'est des choses qui peuvent créer des tensions. On n'arrivera jamais à gagner des titres dans ce club tant qu'il n'y aura pas de stabilité sportive et surtout des mercatos un petit peu plus intelligents. Est-ce qu'on peut arrêter des paris? Est-ce qu'on peut arrêter de recruter des mecs en fin de carrière comme les Aubameyang ou d'autres? Parce que Sanchez, c'est arrivé une fois. Hein. C'est un bon coup, mais ça arrive une fois. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné stabiliser ce club? Certains vont dire oui, avec Longoria, c'est deux podiums, on va en Ligue des Champions. Certes, parce qu'il y a eu fait des bons mercatos, mais c'est que de l'achat-revente. Et ça, en général, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, ça marche 2 ans, maximum 3, parce que tu te fais rattraper par la réalité. L'achat-revente, ça marche 1 an, la première année, peut-être la deuxième, déjà la deuxième, ça allait moins bien, tu vois. Et alors, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que tu n'as pas de stabilité. Voilà, et surtout, tu vends tes meilleurs joueurs. Tu fais partir les joueurs les plus, ceux qui ont plus l'agnac, les guerriers. Tu fais partir Under pour faire venir Sarr.
tu fais partir Payet pour prendre Ndiaye. J'ai rien contre eux, hein, mais on n'a pas gagné au niveau sportif plus-value. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. C'est à vous, bien entendu, de commenter, de donner votre avis, que vous soyez supporter de l'OM, de Rennes ou d'une autre équipe. Vous savez qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.